Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Déjà, merci à vous tous et toutes d'être venus pour cette troisième édition de la conférence MTA qui va se dérouler en deux parties. Donc, vous allez avoir un exposé de Dr Talha Rachid, qui est spécialiste en biologie moléculaire cellulaire, qui va nous faire un exposé sur les animaux au service de la recherche médicale. Ce sera suivi d'une petite collation et ensuite on reprendra avec une session de questions-réponses qui sera dirigée par le chef missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya avec Abdelrani Belarbi qui est un président d'une des branches de la Jamaat Ahmadiyya ici en France. Donc sans plus tarder, je laisse Dr Saab vous expliquer un peu de quoi il va parler. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le topo, en fait, il consiste à expliquer un peu quels sont les modèles animaux qu'on utilise aujourd'hui en recherche pour faire avancer la recherche médicale et essayer de trouver des nouveaux traitements. J'ai fait très simple en termes de présentation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que, je ne sais pas si d'ailleurs des gens qui ont un background scientifique, mais pour faire simple. Donc après, s'il y a des questions, je les prendrai avec plaisir. Mais c'est voulu, hein, c'est que je ne rentre pas dans les détails, c'est pour vous donner un aperçu global de comment, qu'est-ce qu'on utilise en recherche médicale et académique pour trouver des nouveaux traitements et mieux comprendre la biologie animale. Et ensuite, la biologie humaine, bien sûr. Donc, parmi les modèles animaux qui sont les plus connus, sans surprise, hein, si je vous posais la question, vous m'aurez cité le lapin, la souris, le rat, le chimpanzé, le cochon d'Inde. En effet, ce sont des modèles qui sont très couramment utilisés en recherche jusqu'à maintenant. Mais je vais vous parler de modèles qui sont moins connus aujourd'hui et extrêmement intéressants. Je pense que l'originalité de ce topo consiste dans le fait que je parlerai de modèles qui sont moins connus mais qui restent très, très intéressants également. Donc juste pour vous dire pourquoi c'est important les modèles animaux. Donc là en fait, on a la chronologie des grandes découvertes scientifiques et puis vous voyez aussi les animaux qui ont permis justement d'avoir ces découvertes-là. Je vais prendre quelques exemples pour vous donner un aperçu. Là, par exemple, on a étudié la tuberculose au début du XXe siècle avec justement la vache et la brebis. En 1907, on a plutôt travaillé sur la malaria, donc avec justement un modèle d'oiseau. Et puis en 1923, 1924, on avait également travaillé sur l'insuline avec justement des modèles comme les lapins, des chiens, un modèle de poisson aussi. Et puis on avait travaillé sur l'électrocardiogramme, notamment avec les chiens. En 1932, on avait travaillé sur les neurones avec justement un modèle de chien et un modèle ici de chat. En 1933, on avait travaillé aussi on avait découvert un peu les mécanismes d'hérédité des chromosomes. Et là, on avait également travaillé sur la mouche. Donc la mouche, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un modèle animal qui est très utilisé. Et puis on avait aussi travaillé bien sûr avec la souris et découvert ici l'antibiotique qui est la pénicilline en 1945. Plus récemment, en 2008, à l'aide du coup d'un modèle de souris et de singe, on avait justement découvert le virus du sida. Et puis, encore plus récemment, encore une fois, on avait fait des recherches très intéressantes sur les maladies parasitaires avec, encore une fois, un modèle de chien, un modèle de souris et de brebis. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les animaux nous aident énormément pour comprendre les mécanismes biologiques et pour trouver des nouveaux traitements. Donc les personnes qui disent, parce qu'on comprend, on a aussi des personnes qui sont contre la recherche qui est faite justement avec les animaux, on n'aurait pas pu faire ces découvertes majeures qui ont du coup conduit à des traitements aussi pour l'humain si on n'avait pas utilisé ces modèles animaux. Parce que comme alternative, on aurait dû travailler sur quoi? Sur des enfants, des embryons humains, etc. Donc juste pour vous dire en fait que le modèle animal est un modèle extrêmement précieux aujourd'hui pour faire des découvertes majeures en médecine. Et d'ailleurs, toutes ces découvertes-là que je vous ai présentées, donc de 1901 à 2015, ont tous fait l'objet d'un prix Nobel. Maintenant, je vais parler un peu d'un modèle que vous connaissez, la souris.
La souris, quand on parle de souris, vous voyez cette image d'un animal qui est un peu nuisible. On a tous peur d'avoir des souris à la maison. On a plutôt cette image-là à Paris notamment, où en fait elles sont dans les parcs publics en train de justement grignoter un peu les déchets. Je pense que aucun homme, on va dire au 19e siècle, ou même avant, au 17e siècle, ou 16e siècle, partons encore plus tôt, aurait un jour pensé que cet animal aurait pu nous permettre de faire des découvertes thérapeutiques pour justement les maladies humaines. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi en recherche on utilise ce type d'animaux? Parce que, est-ce qu'ils sont proches de nous? Est-ce qu'ils nous ressemblent? C'est une question qu'on se pose, parce que pourquoi utiliser un animal comme modèle pour étudier une maladie si ça ne ressemble pas? Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que là, je vous ai mis en pourcentage les similitudes de notre génome avec ces animaux. Donc là, par exemple, pour le chimpanzé, on partage 96% des similitudes entre notre génome, donc l'ensemble de nos gènes, et puis celui du chimpanzé. Avec le chat, 90%, avec la souris, 85%, et avec la mouche, 61%. Ça veut dire donc ici, on parlait de la souris juste avant, la souris, ce petit animal qu'on voit un peu partout, dont souvent on est un peu dégoûté, 85% des gènes de la souris sont similaires à ceux de l'homme. Ça veut dire donc s'il y a des maladies qui sont causées par des mutations génétiques, en fait, on peut les étudier à condition qu'on ait justement ces gènes communs. Et dans 85%, ce sera le cas, parce qu'on a cette similitude de gènes entre nous et la souris. Et puis encore une fois, vous avez tous fait sûrement des dissections à un moment donné dans votre vie en SVT ou en biologie ou à un moment donné. Regardez cette similitude des organes. La souris, elle est dotée, et c'est impressionnant quand vous disséquez une souris, de voir justement cet positionnement des organes qui est extrêmement proche de celui de l'homme. Donc en fait, cet animal justement qu'on considère un peu comme nuisible a permis justement, du fait de sa proximité génétique et de sa proximité physiologique et des organes avec l'homme, de l'utiliser comme modèle justement pour faire des découvertes scientifiques. Et puis un autre modèle que très peu de gens connaissent, c'est un poisson qui s'appelle le poisson zèbre, et en anglais le zebrafish. C'est un poisson qui est très petit, il fait 3-4 cm. Vous me direz, mais comment avec ce poisson on peut faire des découvertes majeures pour l'homme que nous sommes, qui était extrêmement développé? Et là aussi, la nature, elle est merveilleuse, parce que sachez qu'avec ce petit poisson-là, qui n'a rien à voir esthétiquement, si on compare un homme qui a des bras, qui a des jambes, qui est extrêmement développé, avec ce poisson, on partage 71% de nos gènes. Il est même rapporté que si on considère que les gènes qui sont liés à des maladies, 85% des gènes, nous avons en commun avec ce petit poisson. Vous voyez un peu la similitude génétique qu'on peut avoir avec un petit poisson comme ça. L'avantage d'un poisson par rapport à des souris, des rats ou des chimpanzés, c'est qu'un poisson, dans un laboratoire, on peut en mettre dans une pièce, on peut en mettre des centaines dans des aquariums, et puis on peut justement les faire féconder et avoir des œufs et puis une progéniture. L'avantage, c'est que, par exemple, si vous développez un modèle d'une maladie avec ce poisson, en fait, vous pourrez avoir dans un aquarium, avec les descendants, plein de poissons tout le temps pour faire plein d'expériences. Donc c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir une animalerie complète avec des chimpanzés. Le chimpanzé, c'est une recherche qui est extrêmement coûteuse. C'est extrêmement cher de faire de la recherche sur les chimpanzés, du fait de la taille et de l'animal. Sur les souris, c'est également extrêmement cher de faire de faire des modèles de souris. Pour vous donner un exemple, je travaillais dans un laboratoire, un master. On avait développé un modèle de souris. C'était un modèle de souris où il manquait un gène, parce qu'on voulait justement comprendre la fonction du gène. Et pour comprendre la fonction d'un gène, le meilleur moyen, c'est de l'enlever dans la souris et de voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si on voit que le cœur est gros, si on enlève le gène, ça veut dire que le gène est impliqué dans la régulation de la taille du cœur, pour donner un exemple. Vous voyez, on avait développé un modèle animal et il coûtait 50 000 €, juste le développement du modèle animal. Donc, et un coût moyen d'une animalerie des souris dans un laboratoire moyen, c'est autour de 50-100 000 € par an, par exemple. Donc c'est vraiment très coûteux de faire la recherche sur la souris. Et puis, le zebrafish, il n'est pas coûteux, mais pas que. Il est extrêmement intéressant pour faire la recherche. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a une chose qui était vraiment très impressionnante quand on a commencé à découvrir ce modèle,
c'est que le poisson zèbre, si vous lui coupez un tiers de son ventricule gauche, donc une partie de son cœur, il va régénérer son cœur au bout de quelques jours. Chez l'homme, c'est impossible. Vous voyez? Il y a très peu d'animaux qui sont capables de le faire. Le poisson sait le faire. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi. Parce que si on arrive à comprendre pourquoi ce poisson qui a quasiment, encore une fois, je vous ai dit, hein, pour des gènes qui sont liés à des maladies, on a 85% de similitude. Si on arrive à comprendre pourquoi ce poisson zèbre, il arrive à régénérer son cœur, on pourrait travailler sur ces mêmes voies biologiques et moléculaires pour essayer de faire en sorte que chez l'homme, on puisse réussir à le faire un jour également. Vous voyez? C'est ça l'intérêt de travailler sur ce type d'animaux. Par exemple, si on prend le cas de l'homme, vous connaissez tous la crise cardiaque. La crise cardiaque, c'est une artère du cœur qui est bouchée, et donc il y a une partie du cœur qui n'est plus irriguée par le sang, et donc il n'y a plus d'apport d'oxygène. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est un peu plus foncée ici, c'est parce que la partie, elle est, ce qu'on appelle, elle est nécrosée. C'est-à-dire qu'il y a une mort de cette partie du cœur qui ne bat plus. Après quelques temps, il y aura une cicatrice qui apparaît, mais le cœur, cette partie-là, elle ne sera plus jamais fonctionnelle. Il y aura peut-être une récupération très très faible de l'activité cardiaque, mais elle va être très faible. Et ben, ça conduit à ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que chez des patients qui font parfois un arrêt cardiaque important, et ben, c'est des personnes qui vont, après l'arrêt cardiaque, on va les sauver, on va leur déboucher l'artère, on va les sauver, mais leur cœur il y a une partie qui sera plus fonctionnelle. Donc le cœur ne va plus battre correctement. Et du coup, la question que à laquelle on aimerait répondre, c'est mais comment on peut réussir à faire en sorte que ce tissu qui est malade, qui est mort, comment on peut lui redonner vie, justement pour qu'il batte correctement et que le cœur puisse remplir correctement son fonction. Ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec ce poisson zèbre. Hein. Aujourd'hui, la recherche s'intéresse beaucoup à ce processus de cicatrisation, mais de réparation, parce que la différence entre là et là, c'est que l'humain n'arrive pas à régénérer son cœur, la partie de son cœur qui est défaillante, alors que le poisson sait le faire. Donc là, on est en train de comprendre pourquoi le poisson y arrive et pourquoi nous n'y arrivons pas pour essayer de faire en sorte qu'on y arrive. L'autre chose qui est intéressante avec ce modèle de poisson, encore une fois, c'est un petit poisson qui fait cette taille-là, c'est très petit, c'est que, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une perte de la vision qui est extrêmement handicapante pour les patients. Encore une fois, pourquoi? Parce que nous, on n'arrive pas à régénérer certaines des cellules de notre œil, de la rétine, qui permet justement un bon fonctionnement des cellules de la rétine. Le poisson, encore une fois, il y arrive. Et en fait, on a essayé de comprendre pourquoi. Parce que il y a des cellules que nous aussi on appelle ça en anglais les Müller Glia Cells. Ces cellules-là, nous, lorsqu'on n'a pas la capacité de les régénérer. Et elles sont extrêmement importantes pour la vision. C'est-à-dire que si les patients perdent la vision, ben en fait, si jamais ces cellules pouvaient se régénérer, les patients pourraient retrouver la vision. Mais chez l'homme, ces cellules-là ne se régénèrent pas. Chez le poisson, elles se régénèrent. C'est-à-dire que si vous avez une atteinte de ces cellules-là, et ben en fait, elles vont se régénérer, elles vont recréer ces cellules-là, et du coup, le poisson zèbre, on a fait des expériences aussi, de la communauté scientifique bien sûr, hein, où en fait, on a rendu ces poissons avec, et ils ont retrouvé la vue. Encore une fois, on sait qu'on a beaucoup de gènes en commun avec ces poissons, on sait qu'on a les mêmes cellules, sauf qu'encore une fois, nous, on ne peut pas régénérer, le poisson sait le faire. Donc, encore une fois, on a encore beaucoup tout un pan de la recherche qui s'intéresse à ça, à pourquoi ce poisson y arrive et pourquoi nous, on n'y arrive pas, pour qu'on puisse comprendre cette science et puis qu'on puisse la mettre au profit de l'homme. Là, je vous donne un exemple. Hein, quand je parlais de la dégénérescence, là, on a un modèle on a pris ce poisson-là, puis on a fait des marquages fluorescents en microscopie. Là, vous voyez que chez le poisson normal, donc wild type, vous avez la couche des cellules gliales qui est préservée. Chez les poissons qu'on a rendus aveugles, ben, on a une destruction de cette couche-là, de l'œil, que vous voyez ici en vert. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les poissons, quelques semaines après, ils retrouvent ça. Ce que chez l'homme, on ne peut pas faire. Les patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une fois qu'ils perdent leur vision, ils ne la récupèrent pas. Et ce modèle-là, il est extrêmement intéressant parce qu'il est petit.
C'est un petit poisson. Et on peut faire, là vous voyez, on a les muscles du poisson normal. Et là, c'est un poisson qui récapitule une maladie humaine qu'on appelle c'est une maladie neuromusculaire, où en fait on a une perte du muscle et des neurones qui vont innerver le muscle. Et ça arrive notamment chez des patients qui ont des maladies neuromusculaires et qui finissent handicapés. Là aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez ce poisson-là, on peut faire ce qu'on appelle des mutations génétiques. C'est-à-dire qu'on peut, avec très facilement, je vais vous expliquer après comment, prendre le poisson et enlever un gène dans le poisson. Par exemple, on connaît les gènes qui manquent, qui sont mutés, qui sont dysfonctionnels dans les maladies humaines comme les maladies neuromusculaires. On peut reprendre ces gènes-là et puis les enlever chez le poisson pour voir si d'abord les poissons eux aussi deviennent malades. Et là, vous voyez que le poisson devient malade aussi. C'est-à-dire que le gène chez l'humain a la même fonction que chez le poisson. Vous voyez ? Et du coup, à partir de là, on peut prendre ce poisson-là et puis on peut faire toutes les expériences qu'on veut sur le poisson. On sera à peu près sûr qu'on pourra, à partir de ce modèle de poisson, faire plein d'expériences pour comprendre pourquoi le gène conduit à une perte des neurones, à une perte du muscle. Vous voyez, là, le muscle est très organisé, là, il est totalement désorganisé, plus fonctionnel du tout. On va essayer de comprendre pourquoi. Et une fois qu'on aura compris pourquoi, on va essayer de comprendre comment on peut corriger ça et après aller chez l'homme pour tenter des expériences. Vous voyez ? C'est ça qui est hyper fort avec ce modèle-là. Par exemple, là, je vous donne un autre exemple. Là, c'est un poisson qui va très bien. Vous voyez, là, c'est le cartilage qui est autour de sa tête. Vous voyez ses yeux ici. Vous voyez un peu une sorte de mâchoire avec quelque chose de très organisé. Là, vous voyez, il y a une maladie. Là, on a enlevé un gène. On a développé un modèle ici. Et vous voyez, c'est totalement désorganisé. C'est-à-dire que ce gène-là, il est extrêmement important pour le développement du poisson. Et s'il est important ici, il sera aussi important à un moment donné pour l'homme. Juste, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que avec ce poisson, on peut, par exemple, si on a une maladie humaine, on sait quels gènes sont mutés dans la maladie humaine, on peut reproduire la maladie chez le poisson, on peut l'étudier chez le poisson, comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne, quels sont les mécanismes qui dysfonctionnent, comprendre comment on peut corriger ça, et ensuite revenir chez l'homme pour essayer de voir si on peut corriger la maladie. C'est dans ça que ce modèle de poisson est extrêmement puissant pour la recherche médicale. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un poisson qui est transparent. Donc on peut voir au microscope les structures du poisson, on peut les marquer avec ce qu'on appelle des marqueurs fluorescents. Là, vous voyez en vert fluorescent, vous avez le développement d'un neurone, d'un motoneurone, et vous voyez en fait que sur 2 heures, vous pouvez suivre l'évolution du développement du motoneurone. Et si jamais vous travaillez encore une fois sur des maladies qui sont handicapantes pour l'homme, où il y a des nerfs qui sont impactés, et si on connaît justement les gènes, on peut enlever le gène chez les poissons et voir comment ça impacte le développement des neurones et comment on peut le corriger. Là, vous voyez, c'est des embryons de ce poisson-là. Et en fait, on va récupérer les embryons. Donc là, vous voyez, c'est transparent, ça qui est bien. Donc on peut, au microscope, suivre le développement des poissons. Et notamment dans les maladies, les poissons qui récapitulent la maladie humaine, on peut voir qu'est-ce qui dysfonctionne. Et puis, on peut injecter quelque chose qui va faire qu'on va enlever un gène dans l'embryon. Et après, on peut faire plein d'analyses au microscopie pour voir quels sont les organes qui sont impactés, comment le cerveau est impacté, comment le cœur est impacté, et vraiment faire de la recherche de pointe avec ce modèle-là. L'autre modèle qui est peu connu, c'est la mouche. La mouche, encore une fois, on repart au Moyen-Âge. Aucune personne n'aurait cru un jour qu'on a 61% de gènes en commun avec une petite bête comme ça. 61% de nos gènes que nous avons en commun. Et en fait, il faut savoir que chez la mouche, on a fait beaucoup de travaux pour comprendre et découvrir des nouvelles voies moléculaires. Comprendre comment les protéines fonctionnent ensemble, comment dans la cellule, comprendre des fonctionnements très spécifiques et grâce à cette mouche. L'avantage de la mouche, c'est que vous voyez, elle a aussi un organe très développé, il y a les ailes, il y a les poils, il y a la structure de l'œil. Ce qui est facile avec la mouche, c'est qu'on peut aussi, à l'aide du microscope, étudier les différentes phases de développement et puis voir comment justement un gène ou une maladie peut l'impacter. Juste pour vous donner un exemple, ces mouches nous a permis, d'abord de comprendre les mécanismes d'hérédité génétique. C'est vraiment grâce à la mouche qu'on a compris comment les gènes sont transmis
à la génération suivante, avec quel mécanisme c'est transmis. C'est avec cette mouche qu'on a compris un peu le développement humain aussi, comment du coup, quelles sont les voies moléculaires qui sont importantes pour le développement humain, et puis on a aussi compris comment les cellules, elles se positionnent dans l'espace. C'est-à-dire en fait, une cellule quand elle se développe, elle ne va pas rester comme ça, elle va se positionner correctement. Et tout ça, il y a des maladies où en fait, par exemple, vous prenez l'oreille. L'oreille, en fait, il y a des cellules qui ont des cils, et c'est ça qui nous permet de capter le son. Donc quand il y a un son qui est produit, c'est des vibrations qui vont arriver au niveau de l'oreille, et vous prenez la cellule, il y a des micro-cellules dessus qui vont capter ce signal et nous l'envoyer au cerveau. Imaginez que ces cellules-là, elles sont renversées, qu'elles sont dans le mauvais sens. Si elles sont dans le mauvais sens, le son peut passer, mais vos cils sont dans l'autre sens. Ils ne vont pas capter le signal. Et du coup, il y a des personnes qui sont sourdes à cause de ça, en fait, parce qu'il y a une malformation au niveau du développement de l'oreille. Et en fait, la polarité des cellules, c'est grâce à la mouche qu'on a compris comment ça fonctionnait, grâce à ce modèle-là. Donc en fait, c'est un très bon modèle pour pour comprendre aussi les mécanismes qui sont impliqués dans la surdité, mais dans beaucoup d'autres applications. Par exemple, là, on se posait une question. Donc on avait découvert un gène, on s'est dit mais à quoi il sert ce gène? En fait, quand on l'enlève chez la mouche, là c'est la mouche normale, quand on l'enlève chez cette mouche-là, on voit qu'elle est petite, qu'elle n'est pas bien et que les analyses ont montré qu'il y avait des problèmes métaboliques. Et là, on a donc compris que le gène, dont on se posait la question de sa fonction, il est hyper important pour le développement, pour la taille, pour les processus métaboliques de cet organisme-là. Et ça qui est intéressant, c'est que quand on se pose la question, on a plus de 40 000 gènes dans l'organisme. Il y a 1/5 des gènes dont on n'est pas la fonction. Là, on est en 2021, il y a encore 1/5 des gènes dont on ne connaît pas la fonction. Si on veut se poser la question, mais il sert à quoi ce gène? Il faut l'enlever, il faut le muter chez un modèle animal, chez la mouche, chez la souris ou chez un autre animal, et comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne quand il n'est pas là. Si, je vous donner l'exemple du cœur, si par exemple le cœur il est gros, on sait que ce gène-là, quand il n'est pas là, le cœur va mal, donc il est important pour le cœur. Si le rein dysfonctionne quand le gène n'est pas là, on sait qu'il est important pour le fonctionnement du rein. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre le rôle de chaque gène, et c'est vraiment les modèles animaux qui nous permettent de le faire. Là, on a pris le cas du poisson, on a pris le cas de la mouche, parce que je pense que c'est des modèles qui sont peu connus. Mais prenez le cas de la souris, des rats, donc ça c'est des modèles beaucoup plus connus. On a des modèles, on a des milliers de modèles de souris, de rats, où en fait on a un gène qui est en moins dans la souris, et on va étudier ensuite la souris pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez la souris, pour savoir à quoi sert ce gène. Et donc ça c'est un premier point. Après, ce qu'on fait aussi, c'est pour les maladies. Par exemple, si on sait que cette maladie, elle est due à une mutation sur ce gène-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever le gène chez la souris, vous l'avez compris, on a un modèle de souris malade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça va, pourquoi ce gène, pour quelle fonction il est important, une fois qu'on l'a compris, au-delà de ça, on pourra essayer de voir comment on peut le corriger. En gros, si le gène n'est pas là, cette voie moléculaire, elle est perturbée, elle joue plus son rôle. Comment on va faire pour corriger ça? Quel traitement on va utiliser? Si on n'a pas des traitements, quelles molécules chimiques on va développer pour pallier à ça? C'est tout ça en fait qui est extrêmement intéressant avec les modèles animaux et qu'on ne peut pas faire si on n'a pas justement ces modèles animaux-là. Je vais vous donner un exemple de modèle animal que j'avais développé dans le cadre de ma thèse dans le laboratoire à Paris. Je travaillais sur une protéine qui s'appelle lipine 1. Et pareil, en fait, ce qu'on sait, c'est que la lipine 1, elle est réduite de 50% chez des patients diabétiques. Donc on sait en fait que ce gène, il est moins présent, moins fonctionnel chez des patients qui sont diabétiques. Et on sait aussi que les patients qui sont diabétiques, ils ont plus de graisse dans le cœur. Et on sait que ce gène il est impliqué dans la régulation du cœur. Et la question qu'on se posait, c'est que il faut qu'on vérifie qu'en fait, c'est parce que ce gène n'est pas là que ça peut embêter le cœur des patients diabétiques. Parce que là, c'était une hypothèse. Il fallait la valider. Et comment valider une hypothèse? Comme je vous l'ai dit, on enlève le gène en question dans un modèle animal. Nous, on avait des souris au laboratoire, donc on a développé un modèle animal de souris où dans le cœur seulement, on avait enlevé le gène lipine 1. Et puis ce qu'on avait montré, donc c'était en 2018, c'est ça.
Donc là, vous avez la souris normale. Donc là, vous voyez le cœur en échographie. Donc vous voyez que le cœur est bien ovale. L'épaisseur, elle est bonne. Donc vous voyez vraiment le muscle cardiaque qui est ici, donc qui est bien épais. Et la morphologie était très bien. Et quand on s'intéressait du coup au cœur de souris dont on enlevait le gène lipine 1, pour lequel on se posait la question de son intérêt et voir si le fait qu'il n'est pas là, est-ce que ça embête le cœur des patients diabétiques. Donc, vous voyez ici, en fait, le cœur, il est très grand, il est très fin. Et en fait, le problème, c'est que quand le cœur est grand et qu'il est très fin, je vais vous le montrer en animation, c'est qu'en fait, il ne bat plus du tout, ou quasiment pas. En fait, si vous voyez ici, si j'arrive, vous voyez, le cœur ne bat quasiment pas. Alors, je vais essayer de montrer l'autre, si j'arrive. Ah, attendez. Vous voyez là, vous avez un cœur qui bat très bien. Donc en fait, vous voyez le mouvement, il est très dynamique. Voilà. Et en fait, ça permet vraiment de pomper le sang correctement. Et là, vous voyez le cœur de la souris malade. Ben, en fait, le cœur ne pompe quasiment rien. Donc en fait, ce modèle-là nous avait permis vraiment de démontrer que la lipine 1, chez le patient diabétique, elle est absente. Ça peut vraiment être problématique. Et après, on avait du coup de travailler sur toute la voie moléculaire que je ne vais pas présenter ici. Et il y avait une possibilité de traiter, justement. On avait trouvé un traitement qui pourrait marcher. On l'a testé, ça avait marché. Et du coup, on sait maintenant qu'en fait, c'est une piste thérapeutique qui est en cours d'investigation pour voir si chez les patients diabétiques, on peut réussir à faire en sorte que leur cœur ne soit pas aussi malade au bout d'un moment que vous le voyez ici. Voilà. Et en fait, on fait beaucoup de recherches et souvent on pense que dans les laboratoires, on maltraite les animaux, etc. Et ça me fait penser à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Dieu, Allah, il a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Et si vous tuez en parlant des animaux, faites-le bien. Si vous égorgez, faites-le bien. Aiguisez votre couteau et évitez de faire souffrir la bête à égorger. Ça, c'était dans un contexte justement où les gens sacrifiaient les animaux pour se nourrir. Si on transpose ça au laboratoire, le premier mot, c'est la bienfaisance. Et en fait, la bienfaisance, c'est le mot d'ordre dans les laboratoires. Je vous ai parlé de souris, de rats, de chimpanzés. Il faut savoir que ce qui est bien, c'est que les animaux sont extrêmement protégés dans les laboratoires. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait cette échocardiographie que je vous ai montrée, vous savez, pour ceux qui ont déjà fait des échocardiographies, le médecin, il vous reçoit, il vous met du gel tout froid, il vous fait l'échocardiographie, et puis voilà. Et vous sentez ce côté un peu d'inconfort, en fait, parce que le gel n'est pas chauffé à 37 degrés, etc. Chez la souris, avant, on chauffe la souris, on chauffe la pièce dans laquelle on va faire l'échocardiographie, et puis le gel que je vais mettre du coup sur la souris avant de poser la sonde, le gel lui-même, il est chauffé à 37 degrés, pour pas que la souris, justement, elle ait un inconfort par rapport à ça. Les souris sont extrêmement bien, elles sont dans des pièces vraiment bien aérées, où il n'y a pas de bruit pour pas les stresser. Lorsqu'on les transporte, c'est avec beaucoup de précautions. Et ceci est le cas pour les différents poissons. Les poissons sables que je vous ai montrés juste avant, dans la nature, c'est des poissons en fait, qui vont galérer à trouver leur nourriture pour manger les algues ou d'autres types de micro-organismes dans les rivières ou dans le milieu dans lequel elles sont. Dans les laboratoires, on leur donne du coup de la nourriture extrêmement riche pour qu'elles se développent correctement, qu'ils n'aient pas cet inconfort de chasse, etc., mais vraiment pour que les poissons se développent correctement. Juste pour vous dire en fait que la bienfaisance, c'est un mot d'ordre. Et puis, dans les laboratoires, les animaux sont extrêmement bien suivis. Ils sont même chouchoutés. Du coup, je comprends un peu les réticences de certaines personnes qui sont très sensibles à la cause animale, mais sachez que vraiment, les animaux, on ne les maltraite pas du tout. Un autre point que je voulais mentionner ici, c'est que là, en fait, vous voyez, on a plein de mécanismes biologiques, des mécanismes cellulaires, tout ce que vous voulez. Tout ça, en fait, c'est venu de toutes ces études qu'on a fait avec ces animaux-là. Mais quand vous voyez un peu cette complexité-là, vous dites « Waouh, c'est hyper complexe, etc. » Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que là, on n'a quasiment rien découvert en termes de biologie, en termes de gènes. Je vous ai dit, ce que je vais vous mentionner, c'est qu'il y a encore 1/5 des gènes qui sont méconnus, dont la fonction est méconnue. Mais pour les gènes dont on connaît la fonction, on ne connaît que des fonctions partielles. Et déjà, ce qui a été publié dans la recherche, ce qui a été montré, n'est pas complet. On a une vision très partielle des choses. Là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est hyper complexe, hyper complexe. Mais c'est qu'une vision partielle d'un seul mécanisme donné. Là,
voyez, la complexité de, si on prend du coup un peu sur le plan du métabolisme, tout ce qu'on connaît à ce jour-là. Mais encore une fois, avec toutes ces complexités, vous voyez, on connaît encore très peu ces éléments-là. On n'a pas une bonne maîtrise de cette compréhension du métabolisme, de la gestion de l'énergie par les cellules, etc. Et tout ça, tout ce qui se passe là, toute cette complexité de choses, c'est qu'au niveau de la gestion de l'énergie. Et ça se passe dans une cellule, une petite cellule seulement. Il y a des milliards de cellules dans le corps humain. Ça se passe dans une seule cellule. Et encore une fois, une cellule qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Vous voyez la complexité de l'usine cellulaire. Ça, je vous ai dit, c'est la gestion de l'énergie seulement. Ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme biologique, voilà, un seul. Et quand on parle des mécanismes biologiques, pareil, vous voyez. Ce que je vous ai montré avant, c'est la gestion de l'énergie. Et bien ça, c'est la gestion de la fonction de la cellule. Vous voyez les deux mécanismes côte à côte qui montrent la complexité de la cellule. Et ça, on arrive à le faire avec des modèles animaux. Mais juste, ce que je souhaite mentionner ici, c'est que il faut aussi qu'en tant que scientifique, on fasse preuve d'humilité. Parce que notre connaissance, elle est limitée aujourd'hui, en fait. On connaît très peu de choses. Mais quand on voit ça, on ne peut pas dire que c'est dû au hasard. Parce que la régulation des mécanismes, elle est extrêmement précise. Là, je vous parlais en fait de ça. Tout ça, tous ces mécanismes-là, en fait, lorsqu'on voit justement des choses qui vont être transformées dans d'autres choses à cause des enzymes, tout ça, c'est extrêmement régulé en fait dans la cellule. C'est extrêmement précis. C'est tellement précis que même nos appareils, notre ingénierie qu'on est en train de développer aujourd'hui, n'arrive pas à le reproduire en fait. On n'arrive pas à le reproduire. Alors vous imaginez cette complexité-là, est-ce que ça peut être dû au hasard? C'est une réflexion hein, que j'ai et que je souhaite avoir avec des personnes qui pensent qu'en fait que toute cette complexité, cette merveille de la nature qu'on est en train de découvrir, hein, mais dont on a encore une vision partielle, serait due au hasard. Pour moi, c'est impossible. Et l'autre point, c'est que par rapport à ça, il y a un super verset du Saint-Coran dans la sourate Al-Mulk qui dit, en parlant de Dieu, qui a créé cette cieux en harmonie, et dans la création du Dieu gracieux, tu ne peux voir aucune discordance. Puis regarde de nouveau, vois-tu quelque imperfection? Puis regarde de nouveau, et encore de nouveau, ton regard ne fera que retourner à toi frustré et fatigué. On voit cette complexité, et malgré ça, le peu qu'on connaît, on voit que c'est parfait. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais sachez juste une chose, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que tous les mécanismes de gestion de l'énergie dans la souris, de la production d'énergie, toutes les voies moléculaires sont extrêmement bien régulées et très, très, très précis. Vraiment. C'est impossible à reproduire aujourd'hui de façon synthétique. Ça qui est extraordinaire. Et ça récapitule parfaitement en fait ce verset en fait où en fait on invite justement les chercheurs à regarder, à chercher et vous verrez aucune imperfection dans la création de Dieu. Je vais terminer rapidement en parlant des xénogreffes et l'utilisation du porc comme animal justement en recherche médicale. Il y a aussi un verset du Saint-Coran qui est extrêmement intéressant parce que vous voyez ici, le verset il dit qu'il ne vous a interdit que ce qui meurt de lui-même et le sang et la chair de porc. Donc là, il y a le sang et la chair de porc qui sont explicitement mentionnés. En arabe, pour la chair de porc, wa lahm al-khinzir. Et je voudrais juste dire un mot par rapport à ça. C'est qu'après, si on continue du coup dans le verset, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit que pour celui qui y sera contraint, donc de manger justement de la chair de porc, par la nécessité n'étant pas désobéissant et ne dépassant pas les limites, ce ne sera pas un péché assurément, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Aujourd'hui, en fait, si on regarde ce verset, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Les premiers éléments, c'est que le sang et la chair de porc sont extrêmement sont interdits à la consommation pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans le besoin extrême. Pour les personnes qui sont dans le besoin extrême, il y a une possibilité de manger ça, justement, parce qu'en fait, Dieu est miséricordieux, il est gracieux, et donc il ne va pas laisser mourir quelqu'un qui est vraiment dans le besoin extrême, donc il lui autorise si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est explicitement mentionné le sang et la chair de porc. Je reviendrai après sur ce point-là. Aujourd'hui, dans la recherche, même pas dans la recherche, dans la clinique, là, vous voyez une valve qui est normale, du cœur,
C'est par cette valve-là en fait que le sang passe d'un compartiment à l'autre du cœur. Et ben chez certaines personnes, cette valve-là, elle dysfonctionne. Elle devient rigide, elle ne peut plus s'ouvrir correctement et faire passer le sang correctement. Et du coup, chez ces patients-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la valve et on va souvent utiliser ce qu'on appelle des valves bioprothétiques. Donc en fait, c'est des valves où en fait on a une structure, mais la valve en fait c'est une valve du porc qui est utilisée justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beau essayer de développer des valves avec des éléments de synthèse, avec des éléments mécaniques, on ne peut jamais faire aussi bien que la nature. Les valves, la structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Et c'est une valve qui est extrêmement fonctionnelle et efficace. Et justement, c'est pour cette raison-là en fait, qu'on utilise du coup des valves de porc pour remplacer des valves chez des patients qui sont malades. Et en fait, ça c'est un premier point que je voulais vous mentionner par rapport à ça, par rapport à l'application du porc dans la recherche médicale. Donc c'est extrêmement bénéfique pour les patients. Et l'autre point, c'est que, alors là ça peut paraître un peu complexe, mais je vais essayer de simplifier ça en parlant directement de cette expérience-là. Vous avez sûrement entendu parler il y a quelques jours, le 25 septembre pardon, à New York, c'était une première mondiale. On avait réussi à greffer le rein d'un porc sur l'homme. Comme vous le savez, en fait, c'est que même quand on greffe le cœur d'un homme à un autre homme, il y a un processus de rejet, parce que notre corps va le considérer comme étranger à nous. Donc il y a notre système défensif immunitaire qui va batailler pour le fait de détruire ce qui nous a été greffé. Et le rein du porc, c'est encore plus compliqué parce que le porc, il a des protéines que notre cœur rejette massivement, notamment des protéines de sucre qui sont présentes dans le porc, notamment si je ne me trompe pas, c'est l'alpha-gal. L'alpha-gal, en fait, du coup, c'est une protéine qui est produite par le porc et qui est reconnue par notre organisme. Et du coup, notre organisme va vraiment rejeter tout ce qu'on va lui greffer. Et bien là, c'est que les chercheurs ont fait. Ils ont fait un truc avant. Ils ont développé un cochon, un porc, qui n'avait pas de protéine alpha-gal. Donc l'alpha-gal, je vous dis, c'est le sucre qui est produit naturellement par le cochon, mais que notre corps va rejeter massivement. Du coup, ils ont développé un modèle de porc sans cette protéine-là. Donc, ils ont fait une manipulation génétique en amont, avant que le porc justement se développe. Et après, quand il a grandi, dans tout son organisme, il n'y avait pas cette protéine-là. Et du coup, on a pris le rein, dans lequel il n'y avait pas ce sucre, qui est reconnu comme extrêmement étranger par notre organisme. Ils ont pris le rein de ce porc-là et l'ont greffé. Et c'est pour ça, en fait, que c'était une patiente qui était en mort cérébrale, donc son cœur battait encore, elle était encore vivante, etc. Et ils ont greffé le rein et le rein n'a pas été rejeté. Il n'a pas du tout été rejeté. Et plus encore, il a rempli sa fonction comme si c'était un rein humain normal. C'était une première mondiale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, et c'est encore en cours d'optimisation, demain, on pourra développer des animaux, des porcs, où on va enlever du coup ces choses qui sont reconnues comme étrangères par le corps humain, et puis prendre leurs organes pour les implanter du coup à l'homme, pour pouvoir justement pallier au manque de donneurs, de cœur, de reins qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont inscrits sur les listes de donneurs, mais malheureusement qui meurent parce qu'il n'y a pas assez d'organes de donneurs pour justement les sauver. Et en fait, je vais juste revenir du coup par rapport à ça au verset coranique dont on parlait, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui objectent par rapport à ça en disant, et je parle de la communauté musulmane, qui dit mais c'est un animal qui est malsain et donc il ne faudrait pas justement qu'il y ait des applications médicales avec ce modèle-là. Le truc, c'est que dans le verset dont je vous ai mentionné, le Saint-Coran interdit à la consommation le sang et le chair du porc. Et dans le deuxième temps, quand vraiment c'est l'extrême nécessité, il est même autorisé de manger le porc. Donc avec ces recommandations extrêmement claires, il n'y a aucune interdiction vis-à-vis de ce verset pour justement des applications médicales qui ont pour but de sauver l'homme. Parce que ça qui est important, c'est que si l'objectif c'est de sauver l'homme, on peut utiliser des valves du porc, on peut utiliser
demain des organes génétiquement modifiés du cochon si le but, in fine, c'est de sauver l'homme. Parce que si Dieu peut autoriser l'homme à manger du cochon quand il est vraiment en train de mourir, quid justement d'utiliser ses organes pour sauver sa vie quand il est en train de mourir également ou quand il est vraiment dans un état de santé très détérioré. Voilà. Donc c'était ça un peu le topo, c'était vous donner un peu un aperçu de la recherche médicale, qu'est-ce qu'on utilise en recherche médicale, quelles sont les avancées dans la recherche médicale et vers quoi on est en train de partir. J'espère que c'était clair et sinon n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances. Merci à vous.